c'est le deuxième cahier. Deuxième cahier, et je vois pas mal de partenaires avec lesquels on travaille là-dessus. Et on n'y travaille pas par plaisir. On y travaille parce que la santé des jeunes est un problème aujourd'hui. Ça ne veut pas dire de nouveau qu'elle ne l'était pas avant, mais elle s'est amplifiée. Et depuis le Covid, je crois qu'il y a quelque chose qui est ressorti fondamental, et puis je remercie Mme Carré d'être là, le docteur, d'être là, parce qu'elle pourra nous apporter beaucoup plus de lumière que ce que moi je peux vous donner. En tout cas, le sens, moi, de mes propos, est simplement de dire, essayons de remettre la place par rapport à la santé mentale, où elle devrait être dans le cadre de cet accompagnement de la jeunesse et de cette écoute de la jeunesse. Je souhaitais remercier toutes les équipes là-dessus, du travail que vous pouvez faire. Mais sur ce travail-là d'aujourd'hui, vous lirez ce deuxième cahier, finalement. Et moi, en tout cas, j'ai eu, Anne, beaucoup de plaisir à le parcourir, de se repositionner sur des remontées concrètes de professionnels et de jeunes. Là aussi, il y a une réalité, avec une analyse derrière, bien sûr, mais ça permet aussi de dire, nous sommes sur le terrain, et nous mettons le lien. Ce n'est pas des adultes qui parlent au nom de jeunes, ce ne sont pas des jeunes qui parlent entre eux. C'est bien cette juxtaposition de tous les indicateurs, en tout cas les vecteurs qui font que nous pouvons tenir compte ensemble de la réalité de cela. De mieux connaître les jeunes, que nous accompagnons, mieux comprendre les évolutions en cours pour améliorer nos actions. L'idée n'est pas de faire des recherches académiques, l'idée est vraiment de travailler avec les conseillers, avec les partenaires, avec les jeunes, sur un peu croiser les regards. Avant, santé mentale, c'était beaucoup défini en termes de troubles psychiques, en fait. On parlait de santé mentale pour dire ce qui n'allait pas dans la santé mentale. On n'arrivait pas trop à déterminer qu'est-ce qui fait la santé mentale. C'était plutôt, en tout cas dans les études médicales, je ne sais pas pour les autres, mais c'était tout ce qui n'allait pas dans la santé mentale. Et maintenant, on essaye d'avoir, donc même nous médecins, donc moi je suis médecin hospitalier, mais que ce soit les paramédicaux, les médecins, d'avoir un concept de la santé mentale un petit peu plus comme un continuum en fait entre. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est figé, c'est vraiment, il y a une dimension effectivement de souffrance avec des symptômes de petite souffrance, on va dire, jusqu'à des symptômes sévères qui nécessitent la mise en place de soins psychiatriques. Ça peut être aussi de la tristesse passagère. Et c'est un équilibre en fait entre ces difficultés qu'il peut y avoir, cette souffrance qu'on peut avoir à certains moments de sa vie, et puis aussi tout ce qui est la santé, le bien-être, avec on recherche beaucoup auprès des jeunes qu'on accompagne tous les facteurs de bien-être qu'on peut essayer de faire fructifier, donc le bien-être émotionnel, psychologique et social, voilà, parce que ça fait vraiment partie de tous les paramètres de la santé mentale. Et donc c'est pour ça que dans les services de psychiatrie, on essaye de sortir du côté trop médico-centré, parce que même si on donne des médicaments, on met en place des psychothérapies, si à côté il n'y a pas de toit, s'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas de soutien à la formation, etc., de toute façon, tout ce qu'on fait, ça sert à court terme pendant le temps de l'hospitalisation, mais c'est tout. Bon, nous, on accompagne des jeunes qui ont des pathologies, qui ont débuté, ou qui sont en train d'émerger, d'arriver. Mais c'est vrai qu'on essaie toujours de chercher les ressources face aux défis qu'ils rencontrent à cet âge-là, quitter le foyer, de s'engager dans des études un peu stressantes ou dans des formations ou dans des premiers emplois. Mais les ressources qu'on peut trouver, donc on s'appuie, quand il y a de la famille, on s'appuie beaucoup sur la famille. Quand c'est l'aide sociale à l'enfance, on essaye d'aider aussi l'aide sociale à l'enfance. On essaye au niveau du logement de voir ce qu'on peut faire. Enfin bon, voilà. Donc c'est vrai, c'est pas... ça c'est un peu pour rappeler un peu tous les... Parce qu'il y a les caractéristiques au niveau individuel pour la santé mentale, c'est vrai qu'il y a des caractéristiques biologiques, on peut essayer de chercher, et on s'appuie beaucoup sur les bilans biologiques, imagerie, etc. par rapport aux jeunes qu'on accueille, mais on ne peut pas trop bouger ça. Et donc après, c'est tout, partout là où donc à un niveau individuel, les compétences, les ressources qu'on va pouvoir aider, comportement, habitude de vie, et puis après,
explorer au niveau social, relationnel, le soutien que la personne peut avoir. Au contraire, la discrimination, la stigmatisation face à laquelle qu'elle peut subir du fait de son parcours de vie ou de ses origines, est-ce qu'elle a une soutien familial et à un niveau plus macro, explorer les difficultés financières ou pas, l'accès ou pas qu'elle peut avoir aux services de soins, le logement, accès à la nature aussi. Maintenant, il y a pas mal de travaux qui sortent sur le dérèglement climatique et l'impact sur la santé psychique, la santé mentale. Pour ça, on ne peut pas faire à Paris, on essaie de mettre des arbres. Là, c'est pour vous montrer, ça c'est au niveau de l'OMS, donc c'est vraiment le monde entier. Vous n'y voyez rien, mais la partie vert clair, c'est tout ce qui est troubles mentaux, troubles psychiques. Là, c'est 0, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc en gros, à partir de 10 ans, les troubles mentaux, c'est les pathologies qui entraînent le plus de retentissement. On voit que du coup, plus que tout le reste. Le reste, c'est problèmes musculo-squelettiques, cardiaques. Après, forcément, le cardiaque, ça prend plus de place quand on vieillit. Mais c'est vraiment, quand même, ce qui entraîne le plus de ce qu'on appelle de morbidité. Et ça commence chez les jeunes, à partir de 12 ans, on voit que ça monte. Et là, vous n'y voyez rien non plus, mais c'est le début des troubles qu'on a à l'âge adulte. Donc là, en dessous de 10 ans, troubles anxieux, la plupart commencent avant l'âge de 10 ans, les troubles obsessionnels compulsifs aussi. Et puis après, troubles des conduites alimentaires, troubles dépressifs, schizophrénie, tout ça, ça commence à peu près 14-15 ans. Voilà. Et après, ça évolue sur la vie entière. La dépression, mais ça c'est vraiment l'affaire de tous vu l'explosion des cas. Il y a 5 voyants rouges qui caractérisent pour nous ce qu'on appelle l'épisode dépressif majeur et donc avec un risque de passage à l'acte suicidaire. C'est un état de tristesse permanent, donc c'est pas je suis triste et puis après je reçois un truc, je vais rejoindre un copain au cinéma. C'est je suis triste, c'est tout le temps, pendant au moins 15 jours. 24 heures sur 24, avec moins d'envie, du coup moins de plaisir, une espèce de fatigue anormale, parce que parfois, chez les plus jeunes en particulier, en dessous de, on va dire entre 13 et 16, et la tristesse, des fois ils ne se sentent pas tristes, mais ils sont épuisés. Mais il n'y a pas le vécu, il n'y a pas la reconnaissance de l'émotion tristesse. Le problème de concentration et de mémoire, et donc là ça va impacter directement la scolarité pour ceux qui sont scolarisés. Et puis éventuellement des idées noires, mais là, des fois, ça vient déjà un peu après. Et ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça, tout le monde doit être un petit peu au courant de ça. Et ça veut dire aller un petit peu proposer de l'aide, du soutien, les médecins généralistes, par la porte d'entrée qu'on a repérée. Après, les troubles liés à l'usage des substances, il y a moins de tabac maintenant, plus de cannabis. Amphétamine, j'ai pas mis la liste, il y a plein de nouveaux trucs. Toutes les semaines, on apprend des nouveaux mots, le protoxyde d'azote, tout ça. Le problème de tous ces trucs-là, c'est que ça va avoir des conséquences sur la maturation cérébrale, sur ce que je vous disais tout à l'heure, justement. Si on prend la métaphore que le cerveau, c'est comme un jardin en friche, à l'adolescence, il y a des... on va élaguer, il y a des arbustes qu'on bichonne là, qui vont bien pousser, tout ça. Et puis si on prend du cannabis ou des trucs, on prend une tronçonneuse, on détruit un peu tout. Du coup, après, c'est des choses qui peuvent faire le lit de pathologies. Et puis s'il y avait des troubles préexistants, ça peut être des troubles neurodéveloppementaux, troubles des apprentissages, troubles un petit peu de l'attention, etc. Ça va aggraver ces troubles-là. Voilà, et donc ça vient un petit peu, souvent on nous dit, mais est-ce que c'est la cause d'eux? On ne sait pas si c'est la cause d'eux, mais en tout cas, ça favorise l'émergence de schizophrénie, troubles bipolaires, bien sûr. Il y a les troubles anxieux, c'est ce qu'on connaît tous. Voilà, troubles anxieux généralisés, l'anxiété sociale, beaucoup à cet âge-là, puisque c'est un âge où on doit aller vers... on a besoin d'appartenance au groupe, donc du coup, l'anxiété sociale, ça vient bien impacter la rencontre avec les autres, la possibilité de se rendre au lycée, la possibilité de prendre le tramway, ça.
L'anxiété de performance aussi, avec Parcoursup, merci, le contrôle continu, donc toutes les notes comptent, donc c'est une espèce de... Voilà, c'est bien noté. Les phobies, troubles paniques, donc ça c'est des choses qui débutent en général plus tôt, mais qui se dégradent vraiment à l'adolescence. Mais c'est vrai que souvent, quand on les interroge, ils nous disent qu'ils ont toujours été un peu anxieux. Voilà. Les troubles obsessionnels compulsifs qui ont explosé au moment du Covid, puisque comme on était enfermé chez soi, isolé, du coup, il y a eu une explosion alors encore plus dans les pays où ils ont eu des confinements plus longs et durs que nous, comme au Canada, par exemple au Québec. Je me souviens avoir fait des visios avec des collègues au Québec, ils étaient tous devenus complètement toqués au niveau des rituels de lavage, des rituels de rangement. Les jeunes qu'ils avaient en visio, c'était bon. Voilà. Les troubles dépressifs, troubles des conduites alimentaires, il y a eu une explosion aussi des troubles anorexiques et boulimiques. Après, tous les troubles qui étaient un peu compensés, des fois des troubles du spectre autistique, des jeunes qui avaient des particularités, mais à l'école, avec les parents, tout ça se voyait pas trop. Puis, du coup, au lycée, comme il faut s'exposer aux autres, etc., avoir une certaine autonomie, là, on voit plus les difficultés à continuer à fonctionner sans épuisement, mais ils s'épuisent assez souvent, les troubles des apprentissages, les troubles déficit attentionnel, c'est attentionnel. Et les troubles liés à des traumatismes, bien sûr. On va faire un peu en intervention sur un jeune et l'objectif, ça va être de passer le permis. Nous, on va pas être là pour l'aider à passer le permis, mais par exemple, est-ce qu'il va avoir des problèmes de concentration? Du coup, on va l'orienter sur la neuropsychologue, un problème de planification, donc ça va être l'ergothérapeute qui vont accompagner le passage du permis, par exemple. L'objectif, donc du coup, il n'y a aucun moment, il y a... voilà, mais l'idée, c'est vraiment d'être complémentaire. Ce que je disais à Madame Laura, et c'est normal en fait, des fois on a des difficultés de faire un lien, mais de part et d'autre, rien à voir avec vous ou nous, et alors que l'idée ça serait vraiment qu'on travaille, alors vous êtes pris par le temps, on est pris par le temps, donc c'est pas évident, mais je sais pas comment on peut arriver à... On le fait beaucoup avec Madame Beaucourt, oui, qui accompagne les jeunes de l'ASE. C'est vrai que le fait d'avoir un référent de lead, c'est plus facile. Du coup, on l'appelle, on sait qui c'est, elle connaît les jeunes qu'on accompagne, enfin en tout cas les caractéristiques, les particularités. Du coup, c'est plus simple en tout cas. Mais l'idée, c'est vraiment qu'à chaque fois qu'on ait un jeune qui soit orienté à la mission locale, on puisse avoir un lien avec vous régulièrement en fait. Et je sais que c'est compliqué. Parmi les différents troubles que vous avez cités, est-ce que vous savez identifier ceux qui relèvent plus d'une origine biologique, d'une origine facteur de vie, ou est-ce que tout est à chaque fois C'est toujours multifactoriel. Toujours multifactoriel. Après, voilà, il y a les troubles neurodéveloppementaux, ça va arriver très tôt. Donc effectivement, mais finalement, c'est à l'occasion quand ils veulent faire telle ou telle chose, que là, leur trouble les empêche d'eux. Mais ça peut, souvent, moi je leur dis, si la société elle était adaptée pour vous, ça serait même pas un trouble en fait. Mais bon, vu que là, ça fonctionne pas comme ça, c'est un trouble qu'il faut qu'on accompagne. Mais c'est toujours multifactoriel. Enfin, il y a une grosse part d'héritabilité dans la schizophrénie, dans le trouble bipolaire. Voilà. Bon, après, une fois qu'on a dit ça, et ceux qui ont des parents qui souffrent même de pathologies chroniques, effectivement, ils ont moins de soutien parce qu'ils ont des parents qui eux-mêmes, des fois, ne peuvent pas leur apporter le soutien nécessaire. Mais bon, quelqu'un qui... Enfin voilà, après, sinon, c'est pas... À part les troubles neurodéveloppementaux, on n'a pas d'origine monofactorielle. Donc c'est pour ça qu'on doit agir un petit peu sur tout ce qu'on fait. Questionner un petit peu le retentissement, parce qu'on peut entendre des voix ou voir des choses ou avoir des idées délirantes de persécution, mais ne pas être impacté. Là, on n'intervient pas. Voilà. C'est vraiment le retentissement des symptômes, et c'est pour ça que ça s'appuie vraiment sur l'auto-évaluation. Et donc ça peut être compliqué avec des jeunes, c'est pour ça qu'on a besoin, avec la mission locale, de travailler ensemble, parce qu'il y a des jeunes qui sont dans un déni complet. Tout va bien. Tout va bien, ils sortent pas de chez eux, mais tout va bien. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'il y a les écrans, machin. Bon, du coup, ça prend du temps de chercher derrière. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et parfois, eux-mêmes ne savent pas. Donc, c'est même pas du déni, c'est de l'altération, de l'introspection.
ils ont vraiment l'impression que tout va bien, sauf qu'ils sortent plus. Voilà. Et donc du coup, de proposer des projets, ils iront jamais. Parce que voilà. Et donc du coup, de pouvoir accompagner ça, d'essayer de comprendre. Et là, par exemple, ce matin, il y en avait un, il dit oui, on me dit quand même, en gros, tout se casse la figure. Et tout ça, c'est que ta volonté. Enfin, c'est un peu. Et il a pu. Ouais, c'est peut-être pas la flemme. Voilà. Alors que c'était. Non, mais j'ai trop la flemme, depuis des mois. Et c'est vrai que. Et du coup, je me dis à la mission locale, on propose un truc, ah ben non, j'ai trop la flemme. On propose un autre, ah ben non, trop la flemme, je suis pas allée au rendez-vous parce que j'ai pas rapporté. Bon, au bout d'un moment, il y a autre chose. L'autisme, ça fait partie de leurs symptômes, donc c'est difficile à. Il y a vous, ce que vous faites, niveau sollicitation chez nous, et il y a les conseillers aussi dans l'identification du jeune qui n'est pas encore passé par chez vous, et on en a beaucoup, et où le jeune ne se met pas en parcours, où on le sollicite sur des choses et où ça va. Et nous, on a un secrétariat, j'ai pas mis le numéro, mais voilà. En fait, on a la secrétaire qui a une checklist. Quand on lui adresse quelqu'un, en fait, elle envoie un petit papier à remplir avec le début des troubles. Elle pose des questions un peu précises. Il faut remplir cette checklist. En fait. Voilà. Et ça nous permet de staffer avec un peu plus de matière avant d'orienter ou d'accueillir. On l'a déjà, cette checklist. On l'a peut-être pas encore. La checklist, vous l'aurez pas, c'est un interne. Oui, c'est en interne. Et donc, il y a un moyen, peut-être, par contre, il faut appeler le secrétariat et elle prend toutes les demandes. Les demandes. Je vous enverrai la plaquette de Gougia et comme ça, il y a le numéro de téléphone et il faut être diffusé comme ça. Des fois, on n'a pas forcément, en tant que les conseillers, n'ont pas forcément identifié que le jeune allait avoir des difficultés de mise en parcours. N'a pas forcément eu le lien parce que le jeune n'en a pas parlé non plus. D'où le besoin de faire vraiment un lien. Et c'est vrai que là, il y a différentes antennes, différents territoires. Donc on centralise, on va recentraliser. Je peux juste utiliser de temps en temps un schéma chronologique pour une frise, voilà, pour la temporalité, parce que certains jeunes qui ont des troubles 10, c'est difficile pour eux de se repérer dans le temps et pour mettre en place des actions ou en tout cas des projets. Voilà, il faut leur représenter de manière visuelle. C'est juste ça. Et ce que tu disais, c'est que ça avait évolué ces dernières années, sur cette nécessité pour toi de t'adapter. Oui, s'adapter à ces publics-là. Et Annie en parlait, mais d'autres, ou Sophie, comment on fait dans les parcours d'accompagnement. Oui. Bonjour à tous, moi je suis donc Sophie Robin, je suis fondatrice d'une association qui s'appelle Aladdin, où on accompagne les familles, les jeunes et les adultes avec des troubles neurodéveloppementaux, donc les troubles 10. Je ne sais pas si tout le monde connaît, donc c'est troubles 10, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, troubles du spectre autistique, et on ajoute aussi le trouble du déficient intellectuel, mais souvent les TDI sont pris en charge beaucoup plus tôt. Et en fait, ma question, c'était notamment, et on s'est quand même rendu compte que par rapport à la santé mentale, le docteur Carré n'est plus là, mais c'est vrai qu'elle en a parlé tout à l'heure, il y a quand même un lien malheureusement assez proche, en fait, entre la santé mentale et les jeunes qui ont des TND. Est-ce que vous arrivez à peu près à donner des statistiques sur les jeunes que vous rencontrez maintenant? En fait, ça, c'était une de mes premières questions. Et dans ma deuxième question, moi je suis référente handicap entreprise et en même temps je suis conseillère en orientation positive. Et en fait ces jeunes-là, vous avez complètement raison, on ne va pas les prendre de la même manière que les autres. Parce qu'un jeune qui va venir avec un trouble de l'attention par exemple, il va venir, même si on lui dit tu reviens dans une semaine, lui cognitivement il ne va pas y arriver. Je ne suis pas médecin, mais voilà, je rencontre énormément de jeunes, beaucoup de familles, et c'est pas qu'il n'a pas envie, c'est qu'il faut avoir une autre approche. Peut-être réfléchir ensemble à quelle approche on va utiliser. Après, il y a des approches de carte mentale, d'humour. En fait, il faut être extrêmement innovant et c'est pouvoir s'adapter. C'est ça, en fait, la complexité avec ces jeunes, c'est qu'on n'a pas l'habitude. Moi, je les connais et je connais bien parce que voilà, de par tous les enfants que je rencontre, les jeunes et nous-mêmes neuroatypiques, en fait, dans ma famille. Donc, cette approche
peut-être réfléchir, je ne sais pas, ça sera une table ronde tout à l'heure ou après ou à un autre moment, mais en fait il faut trouver en effet de l'innovation dans votre manière et dans notre manière de faire.